Alors j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui donc un nouveau sujet. Donc ce qu'on veut appeler donc l'impact de l'influence collective sur l'individu. Plus loin, effectivement, comment ce collectif, l'autre, va influencer ce qu'on est, ce qu'on fait l'individu de manière générale, peut-être par le lien émotionnel, etc. Alors, de prime abord, j'ai essayé de trouver des définitions sur ce qu'on appelle le collectif, justement, ce collectif-là. Là, on a une définition assez simple, qui comprend ou concerne un ensemble de personnes. Bon. Et en creusant un peu sur les personnes qui ont essayé d'élaborer autour de ce concept de collectif, on tombe rapidement sur le sociologue français connu Durkheim, et qui définit justement le collectif, ou une conscience collective, comme l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une société. Donc voilà, il y a un ensemble de croyances, il y a un ensemble de normes, de règles, et ça forme une conscience collective. Plus loin, deux personnes qui ont essayé d'élaborer autour de ce collectif qui a un impact sur l'individu. Il y a Gustave Le Bon qui a écrit effectivement, ou qui a beaucoup apporté sur la psychologie des foules. Et quand il présente les foules, je cite, il dit « il se forme une âme collective, transitoire sans doute, mais présentant des caractères très nets. Et cette âme collective a toujours une prépondérance, selon lui, contre ou versus cette âme individuelle. Donc toujours l'individu se fait bouleverser, se fait dépasser par cette espèce d'âme collective. Je trouve ça assez intéressant. Sur la partie un peu collective, il y a donc la genèse du réel. Bernard, donc, il parlait effectivement du blocage de l'homme, et il disait qu'il était prisonnier d'une vérité quelconque émanant de cette même conscience collective. Et que, voilà, il ne possède pas assez d'individualité dans le sens universel du terme, et que si jamais il ne dépasse pas cette conscience collective dans laquelle il est prisonnier, il ne sera jamais en mesure de distinguer la vérité du réel. Donc, comme quoi, ça va complètement biaiser l'individu dans son analyse. Et c'est vrai que nous, donc, par l'intermédiation de votre livre et dans les différents interviews, entretiens qu'on a pu mener, c'est vrai que ce collectif et le lien émotionnel qu'a une personne avec ce collectif, j'ai un peu l'impression que c'est la cause, le dénominateur commun d'à peu près tous ces mots, enfin, qui le bloquent vers une conscience réelle, vers une évolution. Et avant donc d'étayer sur le sujet, j'aimerais savoir comment vous pouvez définir ce collectif, cette conscience collective. C'est quoi cette conscience collective à travers votre vision multidimensionnelle? Okay. La conscience collective, ça commence très tôt dans l'évolution d'un être, parce que l'enfant, justement, je l'ai déjà expliqué, ça, l'enfant a besoin de se sécuriser. C'est là que le lien avec le collectif commence. Alors, l'enfant ayant besoin de se sécuriser, il a besoin de se sentir ou de sentir que son environnement le sécurise. Et lorsque son environnement le sécurise plus ou moins, il s'attache encore plus à cet environnement-là parce qu'il y a une demande pour se sécuriser. Alors c'est là que le lien avec le collectif, comme on l'appelle, se crée. Avec l'autre, sa mère, son père, son environnement immédiat. Et le problème, c'est que ça continue par la suite. Et toute la mémoire, ce que les gens appellent la mémoire d'âme, se crée à partir de ce moment-là, ou à partir de ces actions-là. Autrement dit, comment l'enfant réagit à son environnement, par peur de ne pas survivre, c'est évident, et c'est ça qui crée son insécurité normale, mais par la suite, il y a une demande continuelle, il y a un lien émotionnel qui se crée par ignorance, c'est évident, des parents et de l'enfant, avec l'autre, les autres. Voyez-vous? Et ça continue, lorsqu'il grandit, ça continue encore plus. Et ce qui arrive, c'est que l'individu, lorsqu'il fonctionne de cette façon-là, il ne peut pas s'individualiser. Autrement dit, il est décentré à travers ses réactions
continuelle en fonction des autres tout le temps. Voyez-vous? Autrement dit, il ne fonctionne pas à partir de lui-même, de sa personne, mais il fonctionne à partir du collectif. Ce que les gens appellent la personnalité. La personnalité de l'homme, c'est créé de toutes pièces par ses réactions en fonction du collectif. Autrement dit, c'est la conscience collective ou ses réactions aux autres qui emmagasinent, à travers ces réactions, qui emmagasinent la mémoire, qui crée les programmes, qui crée les automatismes qu'on appelle sa personnalité. Alors, c'est évident que tant qu'une personne ne peut pas se libérer de ça, elle demeure inconsciente. Elle est toujours dans le rayon, si vous voulez, du collectif. Elle n'est pas dans son propre rayon. Voyez-vous? Et tant qu'un individu n'est pas en mesure d'avoir conscience et d'intervenir dans ces réactions-là, autrement dit, premièrement, il faut qu'il y ait la conscience de ce qui se passe. Et par la suite, d'intervenir dans les automatismes de ces réactions. Il ne peut pas se libérer, il est toujours décentré. Il contribue par ses réactions à se décentrer continuellement. Et une personne ne peut pas évoluer tant qu'elle n'a pas commencé à se libérer de ça. Premièrement, prendre conscience, c'est évident, mais tant qu'elle ne peut pas intervenir dans ces automatismes-là, intervenir dans quoi? Dans sa réaction. Parce que si elle continue à réagir à travers les autres, ben, elle ne nourrit pas son individualité. Elle ne nourrit pas sa personne. Donc, sa personne ne peut pas s'éveiller. Elle est inconsciente de ce qui se passe. Les gens n'ont pas conscience de ça. Ils s'identifient à leur personnalité. Ils s'identifient au programme, sans le savoir. Ils ignorent totalement la mécanique systémique ou vibratoire qui sous-tend tout ça. Et il est là le problème au niveau de la conscience. Premièrement aussi, la conscience de son environnement ou de l'environnement, elle est involutive. Alors, ça a une influence. Tous les concepts, les interdits, etc., influencent l'enfant, influencent l'adulte par la suite. Il n'est pas obligé d'être en contact avec les gens, là. Seulement ses réactions par rapport à ses propres peurs, ses propres émotions, si vous voulez. Sa peur du rejet des autres, sa peur du jugement des autres va altérer sa façon de réagir. Et c'est comme ça que ça se perpétue, la conscience involutive. Il y a comme un transfert. En passant, c'est ça la réincarnation, c'est ça qui se réincarne. C'est la conscience des parents, conscience évolutive des parents, qui se réincarne dans l'enfant à travers ses réactions. Alors, c'est une transmission, effectivement. Ouais. Il hérite, l'enfant il hérite de manière consciente ou totalement inconsciente c'est ça. Du caractère décentré des parents. Oui, de la conscience des parents. Parce qu'il réagit en fonction des parents, en fonction des autres. Par la suite, quand il vieillit, c'est en fonction des autres. Voyez-vous? Donc, il est constamment en train de réagir en fonction des autres et pas en fonction de lui-même. Il ne connaît pas autre chose. C'est normal pour lui, ça. Alors, il y a un grand schisme entre la conscience involutive et la conscience évolutive ou la conscience vibratoire. Voyez-vous? Qui libère l'individu du collectif, finalement. On ne peut pas s'éveiller vibratoirement sans prendre conscience et agir en fonction de ses réactions liées aux autres. Voyez-vous? Les gens sont constamment en réaction à travers la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. Toujours des peurs.
Mais vous l'avez mentionné, c'est que les gens, la plupart du temps, ces réactions-là, ils pensent que c'est eux qui ont ces réactions-là. Ils pensent, ben voilà, c'est moi, je réagis comme ça parce que c'est moi qui pense comme ça. Si vous voulez, ils ont pas forcément la notion de se dire que c'est la conséquence d'une programmation qui vient du lien avec les collectifs. Ouais, mais ils savent Alors, pas ça. Oui, c'est ça. Alors comment distinguer ce qui est l'ordre de... Est-ce que je réagis uniquement par l'intermédiation des autres ou est-ce que c'est moi qui suis aligné? C'est vrai que qu'on n'est pas formé à ça, c'est difficile de savoir. OK. On ne peut pas distinguer ça à partir d'une conscience psychologique. Il faut développer une conscience de la réalité vibratoire, systémique, pour en arriver éventuellement, à travers la pratique, à reconnaître ça ou à observer, finalement, les rouages de la conscience ou de la réalité systémique, autrement dit la réalité vibratoire, mécanique, pour être en mesure d'intervenir. Alors, ça prend un certain temps, ça prend une certaine immersion dans cette réalité-là pour finalement en arriver à au début, comprendre, s'éveiller psychologiquement à cette réalité-là et ensuite la mettre en pratique. Donc, lorsque la personne commence à la mettre en pratique, elle commence à s'éveiller vibratoirement. Autrement dit, c'est elle qui observe la mécanique à partir de ses propres réactions ou à partir de ses propres résistances psychologiques, par exemple, à essayer de comprendre psychologiquement quelque chose qui ne se comprend pas psychologiquement. C'est ça le problème. Les gens, en général, essaient de comprendre psychologiquement une réalité qui ne se comprend pas psychologiquement. Pourquoi? Parce que la conscience psychologique a des concepts, elle est formée de concepts et de façons de voir les choses, façons d'agir en fonction de la vie. Et l'être humain n'est pas ajusté à la réalité systémique, donc il va essayer de vivre des attitudes, etc. Ah ben là, il faut que je fasse ça, là. Il cherche une recette tout le temps. Et il n'y en a pas de recette comme telle. Allez-vous? C'est ça le problème de la conscience évolutive ou la conscience psychologique. Face à une réalité vibratoire, mécanique, qui agit d'elle-même. Allez-vous? Le système a toujours agi de lui-même. Allez-vous? Sans ça, l'homme n'aurait pas évolué puisqu'il n'avait pas conscience du système. Donc, en ce moment, l'être humain, il pense évoluer, mais il est à la solde du système encore. Dans le sens qu'il n'a pas conscience, tant qu'il n'a pas conscience comment ça fonctionne le système, comment ça fonctionne la mécanique vibratoire du système, il peut faire quoi avec ça? Là? Il ne peut pas évoluer tout seul, par lui-même. Il ne peut pas co-créer avec le système ou co-évoluer avec le système. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient, il n'est pas capable d'intervenir. Une fois qu'il commence à intervenir, parce qu'il commence à avoir conscience d'une certaine mécanique vibratoire à travers la pratique, pas à travers son intellect. Voyez-vous? Ou à travers sa compréhension psychologique, c'est la même chose. Une fois qu'il commence à le mettre en pratique, à observer, parce que l'observation, c'est la mise en pratique. C'est comme en science. La science, la pratique, c'est l'observation. En physique, c'est l'observation. Que vous fassiez des calculs mathématiques, c'est la même chose. C'est au niveau de l'observation. On arrive à des conclusions. On observe que, bon, telle équation, ça veut dire telle affaire. C'est une autre façon d'observer. On observe et on vérifie. Justement, dans l'approche scientifique, on observe, il y a un protocole. Et on vérifie. Et la vérification se fait par soi-même. Dans le sens que l'individu qui est en mesure d'observer les automatismes, la mécanique, etc., lorsqu'il est en mesure de l'observer, à ce moment-là, il vit un apprentissage de quoi? De la réalité vibratoire.
C'est plus une compréhension psychologique, là. C'est dans les faits, c'est lui qui se rend compte, c'est lui qui commence à être dans son autorité par rapport à cette réalité-là. Mais il faut qu'il y vive. C'est comme n'importe quoi. N'importe quel apprentissage, c'est comme ça. Un ingénieur, il va à l'université, il apprend, etc. Et la théorie, un peu la pratique à l'université, mais quand il arrive sur le marché du travail, c'est plus la même chose pantoute. Là, il est immersé dans l'affaire. S'il travaille pour l'Hydro-Québec, il est immersé, par exemple, en ingénierie électrique, par exemple. Voyez-vous? Ça prend du temps, ça, là. C'est pas parce qu'il comprend quelques petites affaires, là, ou beaucoup d'affaires, hein, comme il a appris à l'université, que là, il est capable d'englober ça parce qu'il comprend. Voyez-vous? Il y a un autre processus que le processus psychologique, intellectuel de compréhension. Voyez-vous? Il y a l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vibratoire. Ça veut dire quoi? C'est dans l'action que ça se passe. N'importe quel apprentissage, c'est dans l'action. Vous jouez de la guitare, c'est dans l'action de jouer de la guitare. C'est pas dans la théorie de jouer de la guitare que vous allez apprendre à jouer de la guitare. T'sais? Donc, c'est dans l'action. C'est la même chose au niveau de la conscience. Faut mettre ça en pratique. Si l'individu ne met pas ça en pratique, il est dans la philosophie de la conscience. Quelle que soit l'exactitude de ce qu'il sait psychologiquement. Il sait psychologiquement. Donc, il est en éveil psychologique, mais il n'est pas en éveil vibratoire, tant qu'il ne le met pas en pratique. Donc, il ne sait pas réellement. Parce que le savoir dans la pratique, à force ça va créer des programmes, etc. Ça va créer d'autres automatismes. Voyez-vous? Une fois que c'est automatisé, ben là, il devient de plus en plus professionnel, si vous voulez, dans cette chose-là, quel que soit l'apprentissage qu'il vit. Voyez-vous? Il est capable d'avoir un sens global de la réalité systémique, à travers l'action, pas à travers la compréhension. Oui, parce qu'un professionnel, c'est quoi? Un professionnel, c'est quelqu'un, effectivement, qui s'est forgé, si on peut dire, un programme par l'action répétée, répétée, répétée. C'est ça. Et raffiner, corriger, etc. Et justement, cette action, ça m'a fait penser aussi à la phrase qu'on avait évoquée en introduction de Bernard, où est distingué vérité et réalité. Enfin, il y a le trinôme, enfin, voilà, il y a la conscience collective, et si en se détachant de ça, que vous êtes en mesure de distinguer ce qui est l'ordre du vrai, encore une fois l'approche polarisée, et l'approche du réel. Et cette distinction, c'est l'action qui nous permet justement de distinguer ça. Qu'est-ce qui nous permet de distinguer ces notions-là? Oui, c'est l'action d'observer lorsqu'on on utilise des concepts polarisés, qu'on en arrive à découvrir ou à s'ajuster à la réalité. Voyez-vous? Tant qu'un individu utilise des termes polarisés, comme vérité ou mensonge, il polarise son mental. C'est dans l'action d'utiliser un certain vocabulaire polarisé que vous polarisez votre mental. Et vice-versa. C'est que l'action même de parler va polariser. Ah oui. D'utiliser le mot. Va cristalliser la polarisation du mental. Le mental est déjà polarisé, là, mais il s'est polarisé à travers l'action, à travers le contact avec un milieu polarisé, c'est évident. Voyez-vous? L'enfant apprend à polariser. Première chose qu'il dit, c'est non. Hein? C'est normal de polariser pour un enfant. Là. C'est comme ça qu'il développe sa conscience psychologique, d'ailleurs. C'est la polarité qui développe la conscience psychologique, au départ. Tu sais, l'affaire de la pomme d'Adam, là, c'est ça. La notion du bien et du mal. C'est bon. Voyez-vous? Ils ont mangé du fruit de la connaissance, de la connaissance, etc. La connaissance de quoi? Polarité. C'est ça le début.
Voyez-vous? Les animaux même, les animaux près de l'homme, comme un chien par exemple, il a un peu un mental polarisé. Vous avez remarqué ça? Si vous parlez à un chien, là, surtout un chien, un chat c'est différent, mais un chien, là, si vous le grondez, vous allez voir, il sait quand il a fait quelque chose de pas correct. S'il a détruit votre canapé, là, que vous rentrez à la maison, là, il est tout comme ça, il sait. Fait que, pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est plus près de l'homme. Donc, il est influencé, dans un sens. C'est pas de la polarité comme un être humain. Mais... Voyez-vous comment ça fonctionne? Que l'enfant, il apprend comme ça à polariser les choses. Ça fait partie de ses concepts, ça. Puis il se maintient là-dedans, à travers sa parole. Paraît pas. Ça va Oui, loin. parce que c'est vrai que c'est vachement important parce que souvent quand on pense à l'action, vous savez, on pense effectivement à quelque chose, c'est pas de manuel ou concret ou physique, et on met souvent les mots qu'on utilise de côté, c'est qu'on se dit pas, ah bah c'est pas grave, même si j'utilise ce mot-là, ça n'a pas son importance. Et c'est vrai que cette notion de même de se dire que même dans le vocabulaire, ça permet de cristalliser et ça polarise aussi. Je pense que c'est une notion effectivement importante à prendre en compte. Ben oui, bien sûr. Parce que, tu sais, votre mental est déjà polarisé, puis là, vous utilisez des termes en action, parce que la parole, c'est une action. Là, vous renforcez encore plus. Vous mettez de la crédibilité là-dedans, là. Vous magnétisez ça. D'accord? Surtout quand vous voulez avoir raison par rapport à quelqu'un d'autre, là, etc. Vous le magnétisez encore plus. Ben oui, mais c'est la vérité! Hein? Le problème, c'est qu'il y a plusieurs vérités. Dans la vérité. Mais il n'y a qu'une réalité vérifiable par chaque individu. Tu sais, la réalité systémique n'est pas différente pour chaque individu. Les individus qui disent, ouais, là, moi, il y a une réalité pour chaque personne. Ouais, dans un sens. Mais la réalité systémique, c'est la réalité systémique. Voyez-vous? C'est la même mécanique pour tout le monde. Si on est capable de l'observer. Si on a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. C'est ça que ça veut dire, ça. Voyez-vous? Les yeux pour voir, ça prend des yeux éveillés pour voir. Pour observer. Pour commencer à observer. C'est pas parce qu'on a des yeux pour observer qu'on peut observer comme ça, là. C'est final. Il faut la pratique. Il y a un éveil psychologique avant, et après ça, il y a la pratique. Les yeux s'éveillent, si vous voulez. L'observation s'éveille dans un sens, mais il faut le pratiquer. Ça ne peut pas rester seulement dans le mental, là, au niveau d'une conscience quelconque. Voyez-vous? Parce qu'à ce moment-là, l'individu se désinforme. Pourquoi? Parce qu'il ne le met pas en pratique. Il s'imagine sur l'affaire. Ça va prendre toutes sortes de tournures. C'est comme l'histoire du double, puis de l'ajusteur de pensée, puis toutes ces histoires-là. Voyez-vous? Vous le vivez, les gens le vivent à partir de leur conscience inférieure, mais ils ne réalisent pas ça. Fait que s'ils vivent ce phénomène-là, si vous voulez, à partir de leur conscience inférieure, ou leur conscience psychologique, ça veut dire qu'ils se font désinformer, ben raide. Voyez-vous? C'est des concepts. Faire attention à ces concepts-là. Là. Des concepts ésotériques, ça. L'ajusteur de pensée. Puis là. C'est des histoires des contes de fées, là. Voyez-vous? Faire attention à ça. Il y a des gens qui sont mélangés à l'os à cause de ça. Voyez-vous? Et justement, est-ce que c'est pas encore ce lien avec le collectif que les gens sont embarqués dans ces concepts, qui se disent, ah bah, il y a tout le monde qui parle de l'ajusteur de pensée, il y a tout le monde qui parle du double. Ça aussi, c'est justement au lien avec le collectif, c'est une incapacité d'aller vérifier. Ah bah si jamais ils disent tout ça, forcément c'est vrai. C'est ça, ouais. C'est évident. Ça les influence parce qu'ils ont un contact émotif avec le collectif. Ils ne savent pas.
Toute leur réaction, toute leur pensée, toute leur façon de voir les choses, ça passe par là, les autres. Ça passe pas par eux. Ils ne savent pas c'est qui eux. Leur personne. Ils ne connaissent pas leur personne. C'est toujours inconsciente, leur personne. C'est la personne qui est en vie, si vous voulez. OK? Qui prête vie à tout ça. Inconsciemment. Comment dire, l'individu n'a pas conscience de sa personne. Puis là, ben, il a conscience de sa personnalité. Voyez-vous? Il croit que c'est lui, ça. Il s'identifie à quoi? Ses programmes, ses automatismes, etc. Puis il ne voit pas ça comme ça, lui. Je suis comme ça, c'est moi, ça. Puis quand on lui pose la question, ben, c'est toi qui décides ça? Non. Ben, c'est qui, c'est quoi qui décide ça? On va dire, par exemple, c'est plus fort que moi. Hein, les gens disent ça. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que vous, c'est pas vous qui avez décidé ça. Voyez-vous? Donc, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui se trame, là. Mais les gens sont probables. Autrement dit, ils ne sont pas dédoublés. Autrement dit, ils ne sont que dans leur conscience psychologique ou leur personnalité. Voyez-vous? Lorsqu'on amène la notion d'un double, là, il y a une séparation. Voyez-vous? Mais il ne faut pas embarquer dans l'histoire, là, outre mesure. Voyez-vous? Ce dédoublement, c'est justement ça qu'on appelle l'observation. Justement, quand on se dédouble, c'est qu'on peut observer, justement. C'est ça, le dédoublement, ce que ça fait, c'est que ça vous fait prendre conscience de votre personne, comparativement à votre personnalité, autrement dit à la programmation, ou à votre ancienne identité qui est liée au collectif, qui a été fabriquée, créée par votre lien émotif avec le collectif, ou avec les autres. Voyez-vous? Donc, vous n'étiez pas vous-même. Lorsque les gens commencent à saisir un peu l'affaire du double, c'est pour les dédoubler, justement. C'est utiliser ces façons-là de parler pour dédoubler l'individu, pour qu'il commence à avoir une notion multidimensionnelle de lui-même. Voyez-vous? Mais s'il embarque trop là-dedans, là, il peut vivre toute une initiation. Voyez-vous? À un moment donné, l'individu est obligé de trancher, là. Sans ça, il va souffrir de ça, là. Parce que ce que dit le double, si vous voulez, ou la personne, elle est inconsciente. Voyez-vous? Et c'est interprété psychologiquement, tout ça. C'est ça le problème. C'est l'interprétation, la désinformation. Vous ne pouvez pas avoir de l'information ajustée. Voyez-vous? À partir de votre conscience psychologique, impossible. Ça va passer à travers toutes les notions, les concepts psychologiques. Puis là, vous allez vous faire désinformer. Puis là, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous parle. Ça frise l'antithisation. Vous allez anthétiser. Parler à son esprit, c'est anthétiser l'esprit. Hein? Il n'y a pas autre chose que soi, en tant que personne. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de l'illusion. Il y a nous, en tant que personne, avec le collectif, mais le systémique. That's it. C'est notre rapport dans le système. On fait partie du système. Il faut en avoir conscience du système. Donc, pour en avoir conscience réellement, il faut le pratiquer. Si on ne pratique pas, si on est seulement dans la théorie du système, ça ne vaut pas grand-chose. Dans la pratique, on devient co-créateur avec le système. La pratique étant l'observation vibratoire des mécanismes.
des automatismes, etc. Alors, à ce moment-là, on ne subit plus le système comme un animal. Voyez-vous? Dans le sens qu'on n'est plus, comment je dirais ça, là? Que pour évoluer, on a besoin que le système s'impose à nous. C'est ça l'homme. C'est ça l'animal. C'est ça la plante. Ça évolue à cause que le système est fait comme il est fait. Voyez-vous? C'est que vous soyez, quand vous êtes inconscient, ça vous fait souffrir. Pourquoi? Ça vous fait souffrir pour que vous vous ajustiez à la réalité systémique. Si vous souffrez, c'est parce que vous n'êtes pas ajusté. Ça vous dit, autrement dit, le système vous dit, ben là, c'est pas de mal, ça marche. Là. Hein? Ajuste-toi. Donc ça veut dire que le niveau de souffrance serait comme un indicateur de désajustement. Plus ouais, on souffre, ouais. plus on Ben oui, c'est évident. Ben oui. Et vous n'avez pas effectivement là, du doublement, de l'endettisation. Mais cette volonté là de toujours se dire ah bah il y a un double au-dessus de moi, il y a une force qui me contrôle. Cette incapacité justement de se dire non voilà je suis entre guillemets seul avec le système. C'est l'incapacité à gérer la solitude. Ça aussi c'est un lien émotionnel. Oui, oui, et c'est surtout l'incapacité à observer la mécanique du système. Autrement dit, la force que les gens sentent, c'est le système. C'est la programmation, c'est les automatismes, c'est ça la force. Voyez-vous? L'énergie vient de là. L'énergie vient des programmes. Sans programme, on serait des légumes. Voyez-vous? On pourrait pas... Il faudrait tout réinventer, là. On fonctionne à travers des automatismes. Il faut en prendre conscience. Voyez-vous? Quand on n'a pas conscience de ça, on évolue à cause du système, à travers la souffrance, whatever. Comme des bêtes. On est bêtes. Voyez-vous? On reste dans notre animalité quoi, effectivement. Ouais, c'est une forme, oui. L'homme est très animalisé encore. C'est dans ce sens-là l'animal humain. Il est assujetti à ses programmes, il est assujetti au système. Il ne sait pas, il n'en a pas conscience. C'est ça de la conscience. Les gens parlent de conscience tout le temps. La conscience réelle, c'est la conscience du système dans lequel on vit, comment ça fonctionne, etc. C'est comme la science. C'est la conscience du système matériel. Regardez ce que ça a fait, la conscience du système matériel chez l'homme. Ben, ça fait l'Internet, ça fait toutes sortes de choses comme ça. Hein? Technologie, etc., etc. Toute la science qu'il y a derrière ça, là, on faut en avoir conscience. C'est quoi la science? C'est l'observation de la mécanique systémique, matérielle. Là, on parle de mécanique systémique, psychique. Puis la science va falloir que les scientifiques en arrivent à développer une science de leur propre psychisme pour éventuellement créer une science qui n'est pas polluante, puis n'est pas aberrante comme les résultantes, si vous voulez, que les hommes en font. Comme elle est. C'est un couteau à double tranchant, la science. Les gens s'en servent de façon créative ou s'en servent de façon destructive. Regardez Facebook. L'Internet. YouTube. Ça peut servir à faire prendre conscience aux gens de ce que c'est la réalité ou le contraire. Les deux forces qui s'affrontent.
comme une sorte de deux humanités. Ouais, c'est ça une fin de cycle, en fait. De savoir c'est quoi une fin de cycle, c'est ça. C'est le début d'un autre. Voyez-vous? C'est quoi l'autre? C'est le début de la conscience vibratoire du système. C'est ça la sixième race, racine, etc. Tous ces concepts-là. Pas rester trop dans ces concepts-là. Là. J'aimerais qu'on revienne sur cette partie un peu donc de lien émotif avec émotionnel pardon avec le collectif. Uh-huh. Juste pour préciser, donc l'idée c'est effectivement c'est se détacher émotivement du collectif. Mais est-ce que ça veut dire se détacher tout court, totalement? Parce qu'effectivement, il va y avoir des gens qui vont penser ah bah il faut que je parte en ermitage, il faut que je me coupe totalement du monde qui est à côté. Et d'autres personnes qui sont un peu à un autre extrême qui vont se dire non, voilà, l'homme est un animal social, mon émotion est une forme d'intelligence et je dois l'assumer et m'en servir. C'est une notion qui revient très souvent aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, essayer de comprendre l'autre et de plus se dire ses émotions sont néfastes pour moi mais sont une force. Alors comment mettre le curseur dans tout ça? On ne se détache pas du collectif ou de l'influence collective parce qu'on veut se détacher de l'influence collective, premièrement. Deuxièmement, si vous voulez, on doit prendre conscience comment s'en libérer, premièrement. Voyez-vous? Si vous n'avez pas conscience comment vous en libérer, si vous n'avez pas conscience de ce qui vous lie au collectif, savez-vous c'est quoi qui lie les gens au collectif? C'est la peur. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur du jugement, peur de ci, peur de ça, mettez-en. Toujours en rapport avec les autres. Les gens sont dépendants sur les autres. C'est ça le lien émotif. C'est un lien émotif de peur. C'est pas un lien d'amour. Là. C'est un lien de peur. Voyez-vous? Que les gens prennent pour de l'amour. Voyez-vous? Ils ne savent pas ce que c'est, mais pas grave. Si on peur de perdre, là c'est de l'amour. Si on peur de perdre l'autre, c'est de l'amour. Qu'il l'apprécie ou qu'il ne l'apprécie pas, ça n'a pas d'importance. C'est toujours la peur. Par rapport à l'autre. Parce que le collectif, c'est l'autre. C'est un individu, plusieurs individus, ça n'a pas d'importance. Et sur cette fameuse intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a une intelligence à avoir par rapport à ses émotions? Uh-huh. Est-ce que c'est quelque chose de concret, de réel pour vous, cet enjeu? C'est une approche psychologique de haut niveau de la réalité émotionnelle des gens. Donc, si vous n'êtes plus dans l'intelligence de vos émotions, d'après eux, à ce moment-là, vous gérez mieux vos émotions. Ouais, jusqu'à un certain point. Tu sais, la conscience psychologique, ça sert quand même à gérer un peu vos émotions. OK? Lorsqu'une personne commence à prendre conscience ou commence à prendre conscience de la mécanique vibratoire, ou lorsqu'il y a un éveil psychologique, elle est capable d'en prendre un peu plus. De choc émotif, etc. Dans le sens qu'elle va être en mesure de prendre conscience un peu plus. Fait que c'est une question de niveau d'énergie ou d'intensité énergétique. Alors, plus vous êtes en conscience des mécanismes, même psychologiques, des émotions, à ce moment-là, vous allez être capable de gérer un peu plus. Mais s'il arrive des intensités énergétiques plus fortes ou des chocs émotifs plus forts, ça ne marchera pas, ça. Là, vous allez perdre pied complètement. C'est seulement dans un apprentissage de la mécanique vibratoire, autrement dit en action, l'observation des automatismes qui créent
ou qui vous amène à vivre des émotions, que vous allez en arriver à gérer de plus en plus d'intensité énergétique. C'est ça, monter en vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'absorber des doses énergétiques beaucoup plus fortes que de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la pratique d'observer les automatismes. Vous allez commencer par les petits automatismes. Après ça, ben, un automatisme, c'est un automatisme. Donc, vous êtes en mesure d'observer de plus en plus parce que vous êtes dans l'action. Et vous avez suffisamment de conscience du système pour être en mesure, vous avez réalisé suffisamment. Donc, globalement, vous avez un sens de la réalité systémique qui est plus développé, ce qui vous amène à observer ces mécanismes-là, c'est évident. C'est comme avoir un sens de la physique plus développé, ça vous amène à voir des choses que d'autres personnes qui n'ont pas ce sens-là, ou ils n'ont pas ce genre d'apprentissage-là, donc les scientifiques peuvent voir plus facilement, comme une personne qui développe cette capacité-là, ben, elle peut l'observer plus facilement. Mais il y a un schisme très... il y a une fosse abyssale entre la conscience psychologique et la conscience vibratoire. C'est ça le problème. Que de passer d'un à l'autre, c'est pas évident. Parce que l'être humain a toujours besoin de se sécuriser à travers sa conscience psychologique. C'est très insécurisant de passer à une autre conscience de la réalité. Parce qu'il faut qu'il y ait un vide, un laisser-aller dedans. Pour que la personne puisse s'immerser dedans. C'est là le problème. Autrement dit, vivre l'expérience. Ou les premières expériences. Oui. Oui, non, ça, ce que je dis, c'est que c'était... Effectivement, il y avait aussi une dimension de vide, de peur, d'insécurité face à ce saut dans le vide, mais qui est nécessaire pour sortir dans cet abysse. C'est ça. C'est cette peur, ce vide-là, vient de l'inexpérience de la personne, d'elle-même. Autrement dit, l'absence de conscience de sa personne. Tant qu'un individu s'identifie à sa programmation et assujetti émotionnellement au collectif, dans le sens qu'il est dans la peur qui le lie au collectif, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune expérience de sa solitude, de sa personne, de son identité, de son autorité. Alors, il fait face à un vide, là. C'est ça le vide. C'est le vide d'expérience de votre personne. Les gens ont peur de ça. Ils n'aiment pas cette sensation-là parce qu'ils sont habitués dans le plein de leur personnalité, puis de leur mémoire, puis de leur concept, etc. Ou de leur conscience involutive. Voyez-vous? C'est là que ça se passe. Tous les gens, ils bloquent là. Ils s'effoirent là. Ben de la misère là. Parce que c'est nouveau, c'est totalement différent. Alors, il faut qu'il y ait un certain abandon pour s'immerser dans ça. Voyez-vous? Mais ça prend des couilles. Hein? Puis les couilles viennent à travers le fait qu'un individu est plus évolué qu'un autre. Il est prêt à l'absorber, ça. Il est prêt au changement parce qu'il y en a plein de cul de souffrir. Oui, c'est là où je voulais en venir, c'est que je voulais que vous reveniez un peu sur cette notion d'abandon, mais là vous avez donné les éléments de réponse. L'abandon, c'est la personne qui dit, moi là, j'en ai marre de souffrir, j'ai plein à perdre, donc allez, je vais dans ce saut. Oui, dans le saut quantique. Il fait un saut quantique à ce moment-là. C'est l'équivalent. Il saute dans le vide total. Il passe de la science empirique newtonienne à la science ou à la physique quantique. Oh là là!
sais, la plupart des scientifiques sont très peu familiers avec la réalité de la physique quantique. Ils ne comprennent pas. Ça ne se comprend pas psychologiquement. C'est seulement les scientifiques plus intuitifs qui peuvent commencer à cerner, parler de ça. Parce qu'on tombe dans le vibratoire, là. Ils ne savent pas, mais c'est ça. Tout est lié, hein. Les scientifiques commencent à réaliser que l'univers, c'est principalement de l'information. C'est ça qui gère toute cette mécanique-là, c'est l'information. L'information s'accumule dans une dimension. Pareil comme l'information s'accumule dans la même dimension pour, par exemple, pour l'homme, lorsqu'il s'accumule la mémoire, les programmes, etc. On fonctionne à partir d'informations. Donc, c'est mécanique dans ce sens-là. Et l'information, c'est vibratoire. Et ça crée des programmes. L'univers a évolué la physique de l'univers a évolué de la même façon que nous, on évolue. Cette information, c'est quoi? C'est justement l'amalgame, c'est-à-dire le montant total de toutes les actions qui sont passées? Oui, exactement. Et au fur et à mesure, pendant des milliards d'années, ça se forme comme ça. La physique de la mécanique systémique évolue. Ça évolue, cette affaire-là. C'est un peu ce qu'on disait dans une précédente interview, c'est que quoi qu'il arrive, mental, psychologique ou pas, l'évolution, elle est absolue, elle est naturelle. Ouais. Tout tendra vers, de toute manière, comme la science tendra irrémédiablement vers le quantique, l'être humain tendra irrémédiablement vers le multidimensionnel. Oui, automatique, ça prend le temps que ça prend, c'est tout. Lorsque ça commence, c'est commencé. C'est ça ce qu'on appelle l'ère du Verseau, ou l'ère nouvelle, ou whatever, la sixième race, appelez ça comme vous voudrez. Quand ça commence, c'est l'autre fini. L'autre est à sa fin. Alors, l'autre réalité ou l'autre évolution. Voilà, inévitablement, un coup, surtout aujourd'hui avec l'Internet, etc., that's it. Ça va rester longtemps. Là. En autant que le digital est là, puis encore, en autant qu'il y a des humains sur la planète, il va en avoir un qui va avoir, tu sais. Regardez, moi, je parle, Bernard a parlé, il a diffusé. C'est une question de diffusion, puis d'influence. C'est pas tout le monde qui peut s'éveiller, c'est évident, vibratoirement. Mais lorsque les personnes sont en contact avec ces personnes-là, plein de valeur, mais si vous avez à vous éveiller, vous vous éveillez. Voyez-vous? Si vous êtes prêt à le vivre. Si la personne est prête à le vivre, that's it. Puis ça fait des petits dans un sens parce que ça amène toutes sortes moi je dirais ça, non? De créativité, de toutes sortes. Tu sais, lorsqu'un individu, plus un individu se conscientise ou s'ajuste à cette réalité-là, s'éveille vibratoirement, il ne peut plus rester dans des milieux qui sont toxiques. Voyez-vous? Dans des milieux qui sont trop psychologiques. Dans le sens qu'il va essayer de mettre son grain de sel là-dedans, mais si ça ne fonctionne pas, il va fonctionner avec des individus avec qui il peut fonctionner. Voyez-vous? Il n'y a pas le choix. C'est ça. Est-ce que justement, dans ce cas de figure-là, cette rupture avec justement ce lien émotionnel avec le collectif, il est limite forcé? Est-ce que l'individu, en évoluant,
à un moment, ils vont en avoir marre. Ils vont dire, voilà, là, je suis amené à un point où Ouais. je peux plus continuer avec eux. Il va tout faire pour... tu sais, il va tout faire pour arranger les choses, mais à un moment donné, il va en souffrir. Il en souffrira plus psychologiquement, mais il va en souffrir vibratoirement. Là c'est sérieux, là. Allô? Pourquoi? C'est la différence, du coup. La différence, c'est que l'individu en sait trop, là. Il sait trop ce qui se passe. Fait qu'il sait qu'il n'y a rien à faire. Fait que s'il sait qu'il n'y a rien à faire, il va toujours revivre la même crise d'expérience. Allez-vous? Fait que, en sachant qu'il n'y a rien à faire, ben à ce moment-là, il se coupe. Autrement dit, il se crée d'autres alliances, d'autres contacts avec des gens plus évolués, plus évolués, tout simplement. Plus éveillés. Il n'aura pas le choix. L'homme nouveau n'aura pas le choix de faire ça. C'est bien de valeur, mais c'est de même que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contact social. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contact social avec les autres, avec le collectif, justement. Mais il ne sera plus assujetti émotionnellement au collectif, ni au social. Pas pareil. Le problème, c'est le lien émotif. Les gens ont des liens émotifs avec le collectif, avec le social, etc. Lorsqu'une personne s'éveille vibratoirement, c'est différent. Elle n'a plus ce lien émotif-là. Si elle vit du social, elle vit du social. Quand elle vit du social avec des gens plus ou moins conscients, pas grave. Ça n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, hein? Il n'y en a pas d'autre. Allez-vous? Moi, je m'accommode de ben du monde. J'ai pas le choix. Mais je vais mettre mon grain de sel, par exemple. Hein? Je vais leur poser des questions, ces gens-là. S'ils parlent un peu trop, là, puis commencent à déblatérer psychologiquement ou en psychologie, etc., je vais leur poser des questions, pièges, pour qu'ils réalisent quelque chose. S'ils n'embarquent pas, ben là, je ne continuerai pas à converser avec des gens comme ça. Mais je vais converser comme ça. Je vais essayer de leur faire prendre conscience. Hein? Sans leur expliquer rien, là, seulement d'après ce qu'ils me disent. Oui, mais Bernard, il faisait ça constamment. Hein? Il posait des questions pour faire venir la personne. Ouais, aussi, ouais. Pas tout le temps, mais. Ouais. Il y a justement une notion que vous avez évoquée, celle justement du non-assujettissement. Et donc on l'a évoqué pour l'exemple de ne plus être assujetti avec justement émotivement avec le collectif. De même manière, de ne plus être assujetti ou du moins de subir les mécaniques du système. Qui est une véritable prise de conscience qui nous permet, cette logique de ne plus subir le collectif émotionnellement et de ne plus subir le Mais c'est pas tout à fait de même ça marche. La notion de plus vouloir subir, là, c'est psychologique. Voyez-vous? On n'a pas le choix de. Ça, c'est pas psychologique. Dans le sens que lorsqu'on souffre on a assez souffert du psychologique, puis là, on découvre, on commence à vivre l'expérience vibratoire, on n'a pas le choix. On décide de rien, là. Voyez-vous ce que je veux dire? On constate. C'est ça une volonté réelle. Tandis que la volonté psychologique, c'est la volonté, ben là, on devrait faire ça parce que, ça ne marche pas de même. Au niveau de la réalité vibratoire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, pourquoi? Parce qu'on voit trop clair. C'est trop limpide, c'est évident. Ça saute aux yeux, là. On n'a pas le choix. Toujours. C'est pas à travers des attitudes psychologiques quelconques qu'on en arrive là, parce qu'on décide ça. Ça, c'est la volonté psychologique. La volonté réelle, c'est quand on n'a pas le choix. Allô? Pourquoi on n'a pas le choix? Pourquoi on a de la volonté réelle? Parce qu'on est dans l'intelligence de ce qui se passe.
On ne peut pas avoir de volonté sans être dans l'intelligence de ce qui se passe. Voyez-vous? Donc, on n'a pas le choix. C'est trop évident. Voyez-vous la différence, là? Méchante différence. Ça, c'est de la volonté réelle. Tandis que la volonté psychologique, il y a tout le temps une attitude, ben, parce qu'il y a une compréhension. Ben, c'est pas fort, là. C'est des enfants faibles, ça. Tandis que la volonté réelle, c'est. Vous êtes dans l'intelligence, vous constatez, là. C'est pas parce que vous pensez être intelligent, là. Vous êtes dans l'intelligence, dans la mécanique, ça vous saute d'en face, là. Vous le constatez, vous l'observez. Vous observez les mécanismes, autrement dit, vibratoires, systémiques, puis that's it. Il n'y a pas de doute là-dedans, c'est absolu. De plus en plus, d'ailleurs. Au fur et à mesure que vous allez une personne prendre de l'expérience, ça devient absolu. Fait que la volonté réelle, elle vient de là. Là, on est dans notre propre volonté. Plus on est dans notre propre volonté comme ça, notre propre observation, c'est la personne qui observe, plus on est dans notre identité, right? Plus on est dans notre autorité. Right? On n'est pas dans l'autorité des autres. C'est pas les autres qui nous font voir ça. C'est nous qui le constatons. Voyez-vous, là? On peut se faire aider par les autres à se rendre là, par exemple. C'est ça que les gens oublient, là. Ça prend une personne éveillée pour vous amener là. À partir du moment où vous êtes là, ben là, vous pouvez vivre ce phénomène-là. Voyez-vous, là? Mais à partir de zéro, la conscience psychologique, oubliez ça. Ça prend un contact avec cette réalité-là. Puis le contact avec la réalité systémique se fait à travers un individu qui est déjà en contact avec la réalité systémique. Bernard en est un exemple frappant. Là. Les gens ne le voient pas, ça. Voyez-vous? C'est Bernard ou moi ou une autre personne. Ça n'a pas d'importance. Si vous êtes en mesure de passer d'une conscience psychologique à une conscience vibratoire, on s'en fout. Voyez-vous? Et ça prend toujours ce contact. Absolument. C'est évident. Pareil comme ça prend le contact d'un scientifique, par exemple, qui a développé quelque chose, il y a eu des contacts avec d'autres scientifiques, puis lui, bon, il a développé, à cause de ça, il a pu développer comme Einstein, par exemple, whatever, pour expliquer à d'autres scientifiques. Mais si les autres scientifiques ne sont pas en mesure de saisir ce que Einstein leur disait, ou ce que Bohr leur disait, ou whatever, au niveau de la physique quantique, ils vont faire quoi, là? Ils vont se tourner les pouces. La plupart des scientifiques, de toute façon, ils se tournent les pouces. Il y a très peu de scientifiques qui passent à l'action, puis qui développent des théories, puis des choses genre, ou qui comprennent, ou qui saisissent, ou qui commencent à saisir un peu qu'est-ce que c'est la physique quantique. Ou qui expérimentent avec ça. Très peu. Et pourquoi alors, selon vous? Parce qu'il y a très peu d'individus créatifs. Ceux-là sont plus intuitifs, sont plus créatifs. Einstein, c'est un monstre intuitif, ça. Tous la mathématique se fait. C'est pas lui qui faisait la mathématique ou les équations mathématiques, c'est sa femme puis un assistant. Il en faisait aussi, mais il ne se borderait pas de ça, lui. C'était la théorie, dans le sens qu'il arrivait avec les concepts. Après ça, ben, il essayait de prouver les concepts mathématiquement. Ça, c'est sa femme et... Les gens ignorent ça, mais c'est comme ça. Sa femme et un assistant. Sa femme, c'est une bolle aussi. Mathématique.
Et cette créativité, c'est aussi justement cette capacité d'observer aussi d'une certaine manière. Oui, De voir un peu ce qui se d'observer passe. la réalité physique, voilà, matérielle, ou plus ou moins matérielle, parce que là, on tombe dans... Tu sais, quand Oui, tu parles du temps, puis de la vitesse, etc., E égale MC au carré, là. Là, on tombe dans l'abstraction pas mal, là. Voyez-vous? c'est ça, c'est... Mais là, il a fallu qu'il l'explique, ça. Voyez-vous, le fait qu'il est arrivé avec ça, bon, ben, d'autres scientifiques ont pu... Tu sais, parce qu'eux autres, ils sont plus près de ces choses-là. Tu sais? Fait qu'ils ont une certaine pratique, mais ça, c'était nouveau, là. Dans le sens, c'était plus Newton, là. Tu sais? C'était Einstein, l'ère Einstein, là. Fait que, il est arrivé avec ces concepts-là. Pas longtemps après, en 1920, même pas. Là, c'est les théories physiques quantiques qui sont arrivées. Qui ont, hein, probablement sous l'influence d'Einstein, le fait qu'Einstein est arrivé avec ses théories comme il a fait, là. Effectivement Ça a l'importance débouché sur ça. Que c'était au des contacts, ça, là. c'est ça. Même ça marche. Et c'est ce même contact, du coup, qui fera qu'un individu sera capable de couper le cordon ombilical avec le collectif. Enfin, Ouais, oui, ouais, on ouais, parle. ouais. Ce contact l'emmènera à Ouais. l'observation. De peine et de misère, mais. Ouais. Mais c'est pas évident, là. Il y a une grosse résistance psychologique, inconsciente. Des automatismes psychologiques qui empêchent l'individu de vivre ça. Moi, je le vois à journée longue. C'est ça. Fait que le lien avec le collectif, le lien émotif avec le collectif, tant qu'un individu est en lien émotif avec les autres, le collectif, la peur, donc la peur du rejet, de l'abandon, de la quête, il ne peut pas évoluer. Faut qu'il évoluer, c'est se sevrer de ça. Pour se sevrer de ça, il faut observer ce qui crée ça. That's it. Pour l'observer, le contact. C'est ça. Pour en arriver à l'observer, oui.